Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Café sans filtre avec ton RH, le podcast sans tabou du monde du travail actuel, propulsé par le cabinet de conseil RH Blossom Talent. Aujourd'hui, nous abordons un sujet aussi complexe que crucial, le harcèlement au travail. Que signifie réellement harcèlement? Comment distinguer un conflit ou une tension passagère d'une véritable situation de harcèlement? Et surtout, quelles solutions concrètes s'offrent à ceux qui en sont victimes ou témoins? Pour répondre à ces questions et explorer une approche encore peu connue mais incroyablement efficace, nous avons le plaisir d'accueillir Sophie Henry, directrice du CMAP, Centre de médiation et d'arbitrage de Paris. Avocate de formation, Sophie a un parcours riche qui marie avec finesse, expertise juridique et profond respect de l'humain. Avec elle, nous allons définir ce qu'est le harcèlement au travail, déconstruire certaines idées reçues et découvrir comment la médiation peut être une voie d'apaisement et de reconstruction dans ces situations souvent douloureuses. Alors, préparez votre café ou votre thé et rejoignez-nous pour cette conversation éclairante. Vous pourriez bien y trouver des clés inattendues face à un problème trop souvent laissé dans l'ombre. Sophie, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la médiation dans le cadre professionnel et en quoi diffère-t-elle des autres modes de gestion des conflits? Alors la médiation, c'est un processus structuré, on y reviendra, par lequel un tiers, qui s'appelle le médiateur, va aider les parties en conflit à trouver une solution à leur litige et il va donc les accompagner à la solution, mais ce sont elles qui vont trouver la solution à leur litige. D'accord, donc quand vous parliez de rendre acteurs les parties prenantes, c'est vraiment ça? C'est vraiment ça. Le médiateur n'est pas un expert, il n'est pas là pour donner un avis, sur la situation conflictuelle. Il n'est pas non plus un arbitre ou un juge. Ce n'est pas lui qui va dire: «Il faut faire ceci» ou «Il faut faire cela» et rendre une décision. Il est vraiment là pour accompagner les parties, pour les aider à faire ressortir elles-mêmes la solution qui leur convient le mieux. D'accord, super. On est dans un esprit de co-construction qui est vraiment dans l'air du temps et qui est une solution qui permet à chacun, d'être, responsable. Exactement. Alors ça diffère de la négociation, si on cherche d'autres, modes de résolution d'un conflit où on peut se dire 2 parties vont essayer de trouver une solution entre elles, par la négociation. Chacun va faire des concessions pour essayer de sortir d'un conflit. La différence avec la négociation, c'est que là, il y a un tiers qui va accompagner les parties. On peut dire que la médiation, c'est de la négociation assistée par un tiers. C'est vraiment ça. Chacun va faire des concessions, chacun va réfléchir aux besoins et aux intérêts de l'autre, mais avec l'aide d'un tiers pour trouver la meilleure solution. On peut aussi distinguer la médiation de l'arbitrage ou de la décision de justice, où là, dans la situation conflictuelle, un tiers est présent et le tiers va rendre une décision qui va s'imposer aux parties, ce ne sont pas elles qui vont la choisir. Donc la médiation, elle est un peu entre la frontière entre la négociation et la décision arbitrale ou de justice. Super, c'est très clair. Merci pour, ces précisions. Maintenant, j'aimerais vous poser une autre question. Comment définir le harcèlement au travail et quelles sont les formes les plus courantes? Parce que, aujourd'hui, on utilise, le mot, harcèlement. Je suis harcelée, pour pas mal de situations et j'aimerais qu'on fasse la lumière sur le cadre, réel, le cadre légal, du harcèlement au travail. Alors, vous avez raison, Jennifer, le harcèlement est un concept qui est bien cadré par le Code du travail. Il est même prévu au Code du travail à l'article 1152-1, avec une définition par laquelle on entend que ce sont des agissements répétés. Le mot répété est important, il y a une répétition qui ont pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail d'un salarié, de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale. Donc vous voyez, c'est assez précis. Alors concrètement, ça se caractérise par, des situations par exemple de mise au placard, des brimades, des mesures vexatoires, des humiliations, des propos blessants ou des agressions inutiles. Donc vous voyez, les situations sont extrêmement variées. Il y a aussi la situation de pression. Souvent, les salariés disent qu'ils sont mis sous pression. La perception par un salarié d'avoir des ordres et contre-ordres contradictoires de la part de son supérieur. Enfin, vous voyez, il y a mille et une déclinaisons du harcèlement. C'est un concept quelque part un peu subjectif et c'est toujours difficile de le caractériser. Tout à fait, c'est ce que j'entends. Il y a une certaine, subjectivité.
Ce qui est, difficile parce qu'effectivement, pour certains, certaines situations sont, voilà, assez classiques dans un monde du travail, qui, est de plus en plus exigeant, aujourd'hui et pour d'autres, ça sera, l'épreuve de trop. Exactement, c'est vraiment très subjectif. Par exemple, vous avez une personne qui va dire qu'elle a subi des propos blessants, et qu'elle s'estime harcelée, alors que la personne accusée de harcèlement, va dire que ce sont des critiques légitimes qui sont formulées parce qu'un travail a été mal exécuté, mais qu'il n'y avait pas de volonté, ni même de caractéristiques de harcèlement. Donc encore une fois, c'est vraiment très subjectif et c'est pas toujours facile à caractériser. Quelquefois aussi, un manager peut, demander à son salarié, à son collaborateur d'être très proactif, d'être très performant et la personne, qui subit ou en tout cas qui a l'impression de subir cette pression, va parler de harcèlement alors que c'est juste, un problème de performance au travail. Vous voyez, c'est toujours très subjectif la question de harcèlement. Il y a le harcèlement moral et puis il y a ce qui s'appelle aussi le harcèlement sexuel, qui là aussi, est prévu par le code de travail aux articles 1153-1. Donc ce sont les mêmes caractéristiques mais avec une connotation sexuelle, hein, donc avec les mêmes contraintes de atteinte à la dignité, atteinte à la santé mentale ou physique, du salarié et au caractère répété de l'agression ressentie ou subie par la victime. Là, quelquefois, c'est un petit peu moins, difficile à caractériser parce que dès qu'il y a une connotation sexuelle, on peut la définir. Voilà, enfin, en tout cas, on peut la définir par des mots, par des agissements et cetera. Mais là aussi, c'est pas toujours très clair non plus. C'est peut-être plus facile à définir, mais pas toujours très clair non plus. On peut dire souvent que dans les relations sociales, vous Jennifer qui y travaillez beaucoup, c'est rarement blanc et noir, c'est souvent très gris. Oui, Voilà il y et a de dans la le nuance, et dans le ouais. harcèlement, on y est beaucoup et comme vous le dites, aujourd'hui, beaucoup de salariés, parlent de harcèlement alors que ce n'est pas toujours du harcèlement. C'est souvent un problème de communication, entre les collaborateurs et comme vous l'avez dit, aujourd'hui, on est dans des sociétés où il y a une grande exigence de performance. Il y a beaucoup de transformations, tant sur les postes, que dans l'organisation et il y a beaucoup d'insécurité pour les collaborateurs qui se sentent un peu promenés au milieu de tous ces changements et de toutes ces pressions et de toutes ces réorganisations dans les entreprises, de toutes ces sessions, voilà, il y a tous ces sujets-là. Ils vont employer le mot harcèlement qui n'est pas toujours adapté à la situation. Tout à fait. En tout cas, c'est, les exemples que vous nous avez donnés sont très clairs et j'espère qu'ils permettent de poser les bons mots, face à chaque situation. Pourquoi, selon vous, la médiation est une solution, à envisager dans le cas de harcèlement au travail? Pour vous répondre, je vais, d'abord rappeler que, l'employeur a une obligation de sécurité à l'égard de son salarié. C'est l'article 41-21-1 du code du travail et qui, lui impose de prendre des mesures pour prévenir cette sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés. Donc ça, c'est une obligation de sécurité, hein, qui est très régulièrement rappelée, par la Cour de cassation. Donc l'employeur y est très vigilant, les entreprises y sont très vigilantes et elles doivent prendre différentes mesures. Elles doivent prendre des mesures de prévention et des mesures de réaction si, un fait est avéré qui démontre, qu'il y a eu mise en danger de la sécurité ou la santé des salariés. Les mesures de prévention et on va venir vers la médiation, c'est l'information des salariés, sur, leurs droits et leurs devoirs. C'est la mise en place de systèmes pour protéger les salariés s'ils se sentent harcelés et puis, c'est aussi, des actions d'information et de formation. Sur la mise en place d'organisations de moyens adaptés, quand je vous disais, il y a des systèmes qui sont mis en place, il y a de plus en plus de systèmes pour les salariés en intranet, beaucoup, où le salarié, s'il se sent harcelé, va pouvoir appeler alors je veux dire appeler un numéro vert, mais aujourd'hui maintenant c'est plutôt, appuyer sur un bouton peut-être vert, qui lui permet d'accéder à un service où il va pouvoir s'exprimer, souvent avec, des personnels RH, hein, en disant: «Voilà, je me sens harcelé, j'ai ressenti, une atteinte, à mon intégrité, à ma santé» et cetera. Donc il y a tout ce système de prévention qui existe et qui vont faciliter la prise en considération de la souffrance, des collaborateurs et dans ce cadre-là, il y a la possibilité de mettre en place des outils de médiation, hein. C'est dans ces cas-là qu'on D'accord, pourra le faire, mais on peut également le faire et ça c'est la deuxième obligation de l'employeur en termes de réaction. Je disais prévenir et réagir. Si, un salarié rappelle, enfin, ou exprime une crainte de harcèlement, l'employeur doit tout de suite prendre des mesures. Donc il peut prendre des mesures, en diligentant une enquête
pour s'assurer si oui ou non il y a eu harcèlement et dans ces cas-là aussi, il peut, à l'issue de l'enquête, proposer une médiation. Donc la médiation, dans le cadre du harcèlement, elle peut être proposée en amont, c'est-à-dire avant même une enquête ou à l'issue d'une enquête. À tout moment, elle peut être proposée, la OK. médiation. Alors évidemment, il faut utiliser cette mesure avec, intelligence. Si l'employeur réalise que le salarié est en situation de souffrance absolue et qu'il y a un harceleur qui en tout cas semble, assez violent, on va pas aller en médiation, hein. On va prendre des Oui. mesures, d'enquête ou même des mesures plus graves, hein, Oui, de immédiate suspension, parfois, oui. de mise à pied, voilà, de mutation ou même de licenciement, que sais-je. On va pas attendre, écouter les parties: «Ah bon, il vous a harcelé, comment vous vous sentez?» Non. Voilà, donc tout ça doit être bien évidemment, adopté avec mesure. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut là aussi, c'est le travail de l'employeur de voir, après avoir écouté le salarié, si, on peut mettre en place une médiation parce que c'est juste un problème de communication, comme je vous disais. Il y a peut-être un problème de difficulté de dialogue entre les parties, on n'est pas dans du harcèlement. Ou si c'est gris, comme je vous disais, bah, peut-être que l'employeur va d'abord diligenter une enquête pour être sûr qu'il n'y a pas de danger pour la personne qui s'estime victime d'un harcèlement. Et si c'est le cas, de dire, bah, peut-être que c'est plus un problème de communication entre vous, on peut mettre en place une médiation. La médiation peut intervenir vraiment à tout moment dans le cadre d'une suspicion de harcèlement. Mais là aussi, il faut être bien vigilant et c'est le travail des RH de le faire. Dans ce que vous venez d'exposer, je me permets de rebondir sur la partie, prévention et réaction. Sur la partie prévention, c'est vrai que parfois, nous, en tant que RH, on se sent démunis parce qu'on met en place des actions. Les équipes, sont, comme on le disait souvent, stressées avec une charge de travail importante et laisse de côté, la partie, préventive quand on fait, intervenir des personnes qui pourraient justement sensibiliser sur, ces sujets-là. Je profite du podcast pour vraiment insister sur le fait que, ces événements, ces propositions qui sont faites par le service RH ne sont pas juste une excuse pour, sortir de l'opérationnel, c'est vraiment important et sur la partie, réaction, effectivement, à chaque fois un incident nous est, remonté, qu'un cas nous est remonté, effectivement, il y a une étude, sérieuse qui est faite, en tout cas dans la plupart du temps. Bon, on reviendra peut-être plus tard là-dessus, mais si toutefois, les parties concernées, ne se sentent pas, écoutées, il faut aller chercher de l'aide, ailleurs. Oui, mais c'est vrai que c'est important de rappeler que l'employeur, vraiment, enfin, par expérience, on se rend compte que l'employeur est quand même très réactif, très attentif à tous ces sujets-là dans les entreprises et que les services RH font leur maximum pour répondre à ces obligations-là. Donc, vous faites bien de le rappeler parce que peut-être que les collaborateurs s'en rendent pas toujours compte, mais il y a vraiment un gros travail qui est fait et j'ai vraiment le sentiment que tous les services RH sont hyper vigilants à ces sujets-là. C'est vrai qu'on essaie de faire, le maximum. On n'est pas parfait, mais en tout cas, on ne peut pas nous reprocher de ne pas essayer d'agir. À quel moment peut-on mettre en place une médiation? Alors, comme je vous disais, on peut mettre en place la médiation à tout moment, donc très en amont, peut-être même avant même qu'un collaborateur se sent victime d'un harcèlement. S'il y a une difficulté de communication dans une équipe, une difficulté relationnelle, on peut très bien mettre en place une médiation en amont d'une situation de harcèlement, hein. Et c'est aussi le travail des RH de peut-être travailler avec les managers, avec les collaborateurs pour identifier la montée d'un conflit, l'escalade d'un conflit, ne pas aller jusqu'à cette situation justement d'alerte, de harcèlement et d'essayer d'apaiser le conflit en amont. Donc on peut mettre la médiation en place à tout moment. Dès que le conflit semble s'enquister, s'il y a une alerte, sur du harcèlement, avant une enquête, après une enquête et même aujourd'hui, on met en place des médiations alors même qu'un collaborateur ou a souhaité porter sa demande devant les tribunaux, le tribunal peut aussi proposer une médiation alors même que le dossier est au contentieux judiciaire. Donc vous voyez, c'est D'accord. vraiment à tout moment, de la naissance du conflit, jusqu'à, l'issue d'une procédure judiciaire, le dialogue peut être rétabli. Alors vous me direz, si un collaborateur, il est parti d'une entreprise, qu'il a intenté une action judiciaire, qu'on est devant le juge, rétablir la communication, Oui. ça paraît peut-être pas idéal, mais détrompez-vous, parce que quelquefois un salarié est parti parce qu'il s'est senti incompris, non reconnu, mal aimé par son entreprise et même si 2 ans après, dans le cadre d'une procédure judiciaire, il peut s'exprimer dans le cadre d'une médiation, quelquefois ça fait vraiment un bien fou pour les salariés.
de pouvoir s'exprimer et d'être reconnus dans la souffrance qu'ils ont pu avoir, même si ça ne guérit pas de tout et que ça ne résout pas tous les problèmes. La médiation peut intervenir aussi à ce moment-là et avoir une vertu curative pour les acteurs du conflit. Super. Je ne pensais pas qu'on pouvait aller, jusque-là, mais c'est très intéressant. Effectivement, ça permet de faire, le deuil d'une, situation douloureuse parfois. Exactement, ça aura cette vertu-là. Et puis de trouver un accord financier aussi, mais l'intérêt de la médiation, c'est que ça permet de libérer la parole des personnes en conflit et ça a une de ces vertus-là de permettre aux parties d'être entendues. Oui. Ça, c'est très important. Dans le cadre d'une enquête, on est entendu. C'est une vision partiale, puisqu'on va dire ce qu'on ressent. L'intérêt de la médiation, c'est qu'on est entendu par le médiateur, mais aussi par l'autre partie. Et si vous voulez, je vous expliquerai un peu comment se déroule une médiation pour vous faire toucher du doigt concrètement comment ça Ah marche. oui, avec plaisir. Avant de poursuivre notre discussion avec notre invité, j'aimerais prendre un moment pour vous adresser un message très spécial. Si vous aimez ce que vous entendez jusqu'à présent et que vous trouvez notre podcast Café sans filtre avec ton RH informatif et enrichissant, je vous serais extrêmement reconnaissante si vous preniez quelques instants pour nous soutenir. Il vous suffit de partager ce podcast avec vos amis, collègues et proches qui pourraient également bénéficier de ces conversations sans tabou. Votre soutien nous aide à toucher davantage de personnes et à continuer à produire du contenu de qualité. Vous pouvez aussi nous laisser une évaluation positive avec 5 étoiles sur la plateforme de podcast de votre choix. Cela nous aide énormément à mieux être référencés et à atteindre de nouveaux auditeurs passionnés comme vous. Merci infiniment pour votre soutien. L'interview continue. Je suis vraiment curieuse de savoir comment se déroule une médiation, Sophie. Alors un peu de patience, Jennifer. D'abord, je vais vous rappeler les avantages de la médiation. Par Super. rapport à d'autres outils qu'on a évoqués au début de notre échange. Le premier, bien sûr, c'est la capacité à recréer un dialogue et à restaurer des relations professionnelles. Parce que si on part sur une décision de justice, on va rompre la relation. Si on part sur une enquête, évidemment, on va rompre la relation. L'idée ici, c'est de dire deux personnes adultes ont une difficulté relationnelle, elles vont elles-mêmes recréer la communication et restaurer la relation professionnelle. Donc ça, c'est vraiment la principale caractéristique de la médiation. Un des atouts de la médiation aussi, c'est que c'est un processus volontaire. Et ça, c'est très important. Une enquête, elle vous est imposée. Une décision de justice, elle vous est imposée. Une expertise, on va rendre un avis qui vous est imposé. Ici, vous n'allez en médiation que si vous le souhaitez. C'est-à-dire qu'on vous propose, et c'est le collaborateur, les parties en cause qui disposent. J'y vais si j'ai envie d'y aller. Ça, c'est très important. Ça change tout. Ça change tout. Elles peuvent y aller et puis à un moment, elles peuvent décider d'arrêter. C'est-à-dire que si elles estiment que le processus ne leur convient pas et qu'elles ne s'y retrouvent pas, elles peuvent arrêter à tout moment. Les parties peuvent arrêter, le médiateur aussi peut décider d'arrêter s'il a l'impression qu'il n'y a pas un équilibre dans les relations de la médiation et que ça ne permettra pas d'arriver vers une solution constructive. Il peut aussi stopper la médiation. Donc c'est vraiment un processus où tout le monde a le choix de venir et de repartir à tout moment. Donc ça, c'est très important quand Tout on à va fait. jusqu'au bout de la médiation, c'est qu'on a vraiment envie de garder la relation avec les parties. La médiation, c'est un processus confidentiel et ça aussi, c'est très important. Pas toujours facile, Jennifer, dans le cadre d'une entreprise, de garder cette confidentialité, même si on demande aux parties. Alors, on a un règlement de médiation au CMAP où c'est rappelé. La loi rappelle aussi que c'est un processus confidentiel, mais les parties quelquefois, ont un peu de mal à respecter cette confidentialité à la machine à café. Quelquefois, elles parlent un peu trop, mais c'est vraiment important pour que le processus fonctionne, c'est de respecter la confidentialité de tout ce qui se dit pendant la médiation. C'est important que vous rappeliez effectivement le caractère, confidentiel et aussi le challenge de pouvoir, garder cette confidentialité. Il y a des pressions énormes qui se jouent, en entreprise et effectivement, certains peuvent prendre personnellement le fait qu'on ne partage pas une situation, qui est difficile et sur laquelle ils se sont confiés au démarrage. Ils sont allés chercher des forces à l'extérieur et on ne peut pas aller plus loin dans ce partage. Alors là aussi, c'est très important de définir en amont avec les services RH quelles seront les parties à la médiation et au début de la médiation, en cours de médiation et à l'issue de la médiation, le médiateur travaille avec les parties pour dire voilà, on avance sur telle ou telle piste de solution.
Est-ce que ce sera possible d'en référer au RH? Et Mhm. si oui, comment? Et comment ce sera formalisé? C'est évident que si on garde un accord de médiation confidentiel, ça va être compliqué dans l'entreprise pour avancer. Donc, ce qui est important, c'est la confidentialité au moment où les parties s'expriment sur la difficulté de la relation. Et ça, il faut que ça reste vraiment confidentiel. Bien évidemment, la partie après en aval sur comment on va s'organiser, comment on va sortir du conflit, il faut que les autres acteurs de l'entreprise soient informés, sinon ce sera un petit Oui, peu oui, bien. compliqué. Mais tout ça aussi se détermine, s'organise et c'est très important que tout le monde soit OK sur la manière dont ça se fait. Comment on va recommuniquer à l'extérieur, comment on va annoncer, qu'est-ce qui va être annoncé, et cetera. Donc ça, c'est vraiment des sujets importants. Mais bien sûr, si tout reste confidentiel, ça va être un peu compliqué. Mais en tout cas, la partie où les parties vont s'exprimer auprès du médiateur, ça reste confidentiel. Et il y a un énorme atout aussi dans la médiation, c'est que vous pouvez à la fois alterner, et on va y revenir sur le déroulé, des séances plénières où tout le monde est présent et des séances, ce qu'on appelle des apartés, des séances séparées où le médiateur ne va parler qu'avec une seule des parties. Donc là aussi, la partie pourra s'exprimer plus librement, mais on va y revenir. Et puis, un autre atout, c'est la rapidité du processus. On a des statistiques au CMAP et en moyenne, une durée de médiation, c'est une quinzaine d'heures. Ah oui, Donc c'est hyper rapide. c'est extrêmement court, hein. Voilà. Alors évidemment, quand on est sur des médiations, j'allais dire collectives avec beaucoup d'acteurs, ce sera plus long. Mais en très peu de temps, le médiateur peut aider les parties à trouver une solution. Et c'est aussi un coût maîtrisé pour l'entreprise, que le coût d'une médiation est vraiment très limité par rapport à d'autres outils. Donc là aussi, c'est intéressant. Alors peut-être pas directement pour les collaborateurs, mais en tout cas pour l'entreprise, c'est important de se dire, on peut tenter l'aventure, ça prend pas trop de temps et ça coûte pas trop cher. Oui. Et puis, quelque chose encore, et je m'arrêterai sur les avantages, mais vous avez compris que je peux continuer toute la soirée. Un autre avantage, et pas des moindres, c'est que la mise en place d'une médiation ne prive pas les salariés de tout autre outil. C'est-à-dire, ils viennent en médiation que s'ils veulent, ils partent quand ils veulent, et si finalement ils veulent aller au contentieux judiciaire, ils peuvent. S'ils veulent demander une enquête, ils peuvent. Ils peuvent ensuite utiliser tous les outils qui existent pour protéger leurs droits. Donc c'est vraiment, il n'y a rien à perdre et tout à gagner à aller en médiation. Je vois ça, je vois ça. Du coup, donc là, on a bien compris, la notion de médiation, la notion de harcèlement au travail. Du coup, j'aimerais qu'on s'intéresse à sa mise en œuvre dans le cadre de harcèlement, au travail et la question qui me brûlait les lèvres depuis tout à l'heure était de savoir, comment se déroule concrètement une médiation dans ces situations-là? Concrètement, la médiation, elle est souvent sollicitée par les services RH. Comme je vous le disais et comme le Code du travail le prévoit, toute partie peut solliciter une médiation, que ce soit un collaborateur, les services RH, tout le monde peut proposer une médiation. Mais dans la grande majorité des cas, ce seront les services RH qui, conscients de la difficulté d'une situation, vont proposer aux collaborateurs la mise en place d'une médiation. Donc au CMAP, on est saisi par les services RH qui nous disent qu'ils souhaitent mettre en place une médiation et à ce moment-là, on leur explique qu'il faut l'accord, comme je vous l'ai dit, c'est un processus volontaire, donc il faut l'accord de toutes les parties pour venir en médiation. Donc soit les services RH font ce travail-là de recueillir l'accord de toutes les parties pour venir en médiation, soit ils nous le disent, certaines parties, on les sent prêtes à venir, pas les autres, et nous, on va proposer la médiation aux parties, donc on va recevoir les collaborateurs pour leur expliquer ce que c'est que la médiation. Donc, on fait une réunion d'information et on les reçoit séparément. On ne fait pas une réunion d'information avec les personnes en conflit pour qu'elles puissent poser librement toutes leurs questions. Donc, on va recevoir une, deux ou trois parties, enfin, suivant les demandes. Et si on a réussi à convaincre les parties, vous imaginez que j'y mets toute mon énergie, la plupart du temps, une fois qu'on les a reçus, ils disent OK pour démarrer le processus. Une fois que tout le monde a dit oui, l'étape d'après, c'est désigner le médiateur. Donc nous, on a un panel de médiateurs au CMAP qui sont des personnes de l'environnement des relations sociales. Donc on a des consultants RH, on a des anciens DRH, on a des coachs, on a des avocats en droit social. Vous voyez tout cet univers-là. D'accord, c'est très varié. C'est très varié, des hommes, des femmes, des personnes qui ont déjà une grande activité, une grande expérience professionnelle, d'autres plus jeunes. Voilà, on a vraiment toute une palette très large et ça aussi c'est précieux.
Et toutes ces personnes-là ont suivi une formation à la médiation. Il faut savoir que la médiation, ce n'est pas une fonction réglementée. Il n'y a pas de diplôme obligatoire de médiateur aujourd'hui en France. Alors ça changera peut-être, mais aujourd'hui, c'est une fonction, ce n'est pas une profession. Et au CMAP, nous, en revanche, on demande à ce que tous les médiateurs soient formés, donc ils doivent suivre une formation. Et on va même plus loin, on leur demande à ce qu'ils soient certifiés, donc on leur fait passer un examen au cours duquel ils doivent conduire une médiation avec une simulation de médiation des personnes en conflit qu'ils doivent apaiser et aider à trouver une solution. Et s'ils réussissent cette certification, ils seront sur les listes du CMAP et on pourra les proposer aux entreprises. Cette certification, elle a un double objectif, c'est rassurer les entreprises sur la capacité de nos médiateurs à mener une médiation et puis aussi, pour le médiateur, le rassurer, sur sa légitimité à Oui, conduire une médiation. Donc les tout à fait. médiateurs sont très, très, très heureux de pouvoir passer cette certification, ça les rassure eux aussi. Donc des médiateurs qu'on propose aux entreprises, ce sont des médiateurs qui ont suivi et une formation et une certification. On propose un profil de médiateur au regard, de la situation que nous ont exposée. Si ça ne convient pas, si une des parties dit: «Le profil du médiateur ne me convient pas», on proposera un autre nom, hein. L'idée, c'est que tout le monde D'accord. se sente en confiance. Donc quand on propose le médiateur, on ne l'impose pas, on ne dit pas: «C'est monsieur X ou madame Y». Oui. On dit: «Nous vous proposons cette personne et nous vous demandons la validation de cette désignation». Donc tout le monde se sent impliqué aussi dans le choix du médiateur. Une fois que le médiateur est désigné, que tout le monde a dit OK, eh ben, on va pouvoir démarrer la médiation. La plupart des médiateurs commencent par des réunions séparées, ce que je vous disais tout à l'heure, et Oui. ça, c'est un vrai atout, c'est-à-dire qu'ils vont chacun écouter les parties séparément sur leur perception du conflit. Et je vous disais tout à l'heure, dans les relations humaines, dans les relations conflictuelles, c'est jamais vraiment blanc ou noir, c'est toujours gris. Et j'ai fait l'expérience d'écouter séparément des parties en conflit et quelquefois de me demander, après les avoir écoutés séparément, si c'était bien le même conflit dont ils parlaient. Tellement ils étaient éloignés, dans leur vision du conflit. Même sur ce sur quoi ils n'étaient pas d'accord et quelle était l'origine du conflit et quelle était la nature du conflit. Quelquefois, je regardais mes papiers en me disant: «Est-ce que c'est bien ce dossier-là? Est-ce que Non, je me mais suis pas c'est très trompée?» frappant, hein. C'est impressionnant, Oui. très impressionnant. Chacun a son cadre de référence et on essaie d'avancer ensemble, mais chacun a son expérience, son vécu, ce qui fait qu'effectivement avoir un médiateur, ça permet d'avoir une vision, autre que, celle qui est empreinte d'émotions. Oui et puis comme vous dites, de votre parcours personnel, voilà, donc chaque, partie va s'exprimer séparément. Ça reste confidentiel et le médiateur demandera aux parties ensuite ce qui pourra être répété en plénière et ce que les parties souhaitent garder confidentiel. Une fois qu'il a fait ce travail-là, et si c'est possible, parce que quelquefois il faut travailler plusieurs fois en réunion séparée avant de mettre les parties ensemble, quand c'est trop tendu. Et dès que c'est possible, le médiateur va proposer une réunion plénière, et donc les parties seront en présence l'une de l'autre. Et l'objectif, c'est justement que chaque partie entende la position de l'autre. Alors quand on est en conflit, ça vous déjà dû vous arriver, Jennifer, et que vous écoutez l'autre, vous exposez sa position, c'est insupportable en fait, parce que dès qu'il ouvre la bouche, vous dites: «Non, tout ce qu'il dit, c'est faux, C'est il le a mot, tort». insupportable. Voilà. Donc ça, c'est un travail très important de pouvoir le faire en présence du médiateur. Donc le médiateur va donner la parole à chacune des parties l'une après l'autre et il va faire ce qui s'appelle de la reformulation. Donc il va écouter une partie et il va lui dire: «Si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit», il va réexposer la position d'une partie. Alors cette reformulation, elle a un double objectif, c'est un, s'assurer que le médiateur ait bien compris et permettre à l'autre partie d'entendre la position de l'autre sans partir au bout de la pièce en disant que c'est faux. Voilà, le fait que le médiateur reformule, ça vient d'un tiers et c'est plus facilement entendable pour l'autre partie. Donc chaque partie va s'exprimer, le médiateur va reformuler, il va s'assurer que tout le monde a compris la position de l'autre. Ça, c'est la première étape, c'est l'étape de l'exposé des faits, de savoir de quoi on va parler. C'est l'étape du quoi. Ensuite, il va y avoir une étape très importante, c'est ce qui s'appelle l'accord sur le désaccord. Ça paraît un peu étonnant comme étape, mais de quoi on va parler pendant cette médiation? C'est quoi notre conflit? Et ce que je vous disais tout à l'heure, souvent les parties n'ont pas la même perception de l'origine et de la nature du conflit. Donc, on peut utiliser un paperboard et le médiateur va lister quels sont les points de désaccord sur lesquels vous avez envie qu'on travaille Mmh. ensemble durant cette médiation. Et déjà, quand on a fait ça, on a super bien avancé déjà. Ouais. Voilà.
Ça, c'est l'accord sur le désaccord. L'étape suivante, ça va être la recherche des besoins et des intérêts de chacun. Vous pouvez dire: «Je suis très malheureux, je me sens harcelé, mon manager est très méchant». Ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais derrière, c'est quoi votre besoin? C'est quoi votre intérêt? J'ai besoin d'être reconnu, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin d'avoir une meilleure vision de mon rôle dans l'entreprise. Voilà, ça, c'est un besoin et puis chacun va pouvoir exprimer ses besoins. Donc c'est distinct des faits, c'est, qu'est-ce qui m'anime et comment je suis dans l'entreprise? Qu'est-ce que j'attends de l'entreprise? Qu'est-ce que j'attends de ma situation dans l'entreprise, au jour où il y a une difficulté que les parties rencontrent? Ça aussi, c'est une partie très importante. Donc là, le médiateur peut travailler en plénière et en réunion séparée. L'étape d'après, ça va être comment? Comment on va pouvoir analyser ces différents besoins et comment on va pouvoir faire en sorte qu'ils soient conciliables et qu'ils vont permettre d'aller vers une solution commune. Donc ça, c'est ce travail de brainstorming, hein, c'est l'étape du comment, où chacun va donner des pistes de solutions. Je vous disais en introduction qu'en médiation, les parties sont acteurs de leur conflit. Et là, cette phase du comment, c'est là où vraiment les parties vont pouvoir être acteurs de leur solution, de dire bah, j'aurai telle idée, je verrai l'organisation de mon poste de telle manière, est-ce que c'est possible? Oui, non, ah si oui, comment on pourrait le faire et cetera. Donc là, chacun va travailler avec l'autre. Donc là, c'est intéressant, Oui. ils étaient en conflit et dans cette étape-là, avec le paperboard par exemple, eh ben, ils vont regarder dans la même direction pour savoir comment ils peuvent travailler ensemble. Et puis la dernière étape, c'est comment finalement, ben là, on va mettre en place les conditions de l'accord ou les conditions de la nouvelle organisation. Alors ça peut être très positif, constructif et on repart sur des nouvelles bases, hein. Souvent, c'est des problèmes, je disais, de communication. Donc comment on communique ensemble? Si on a une qui se sent harcelée, mise sous pression, si elle a le sentiment qu'on lui parle mal, eh bien, et ça pourra être dans le cadre de la médiation de dire: «Dès que je sens que mon manager a un comportement un peu directif ou trop directif pour moi, je lui dis». Comment je lui dis? Ça Ah va bon? très loin, hein, ça va Ça va très loin. exactement, mais c'est en rentrant dans ces petits détails, parce qu'on aura au départ identifié l'origine du conflit, comment le conflit, est monté et cetera. C'est souvent comme ça que ça démarre. C'est-à-dire que quelqu'un parle un peu violemment ou de manière un peu trop directive, la personne ne dit rien, mais elle est blessée. Oui. Ça arrive une fois, 2 fois, 3 fois et là, on va parler de harcèlement. Mais le manager, il a aucunement l'intention ni la volonté de harceler. Il veut juste que le job soit fait et soit fait rapidement parce que lui-même, il a la pression de son N+1, Oui. du client, du partenaire et C'est en cetera. cascade. C'est en cascade, c'est souvent en cascade. Donc on va rentrer dans tous ces petits détails. Comment le collaborateur peut exprimer. Alors est-ce que c'est sous forme de mail? Comme je te l'avais déjà dit, voilà, ça peut Oui. être ça ou ça peut être dès que ça arrive, non, le mail, c'est pas la bonne solution parce que ça peut être une escalade. Ça peut être, eh bien, dans ces cas-là, tout de suite, je te dis que je me sens pas à l'aise avec la manière dont tu me parles. Ça peut aller jusqu'à ce point de détail ou ça peut être de la réorganisation plus générale, sur, les membres d'une équipe où les postes n'étaient pas très clairement définis, où ça a créé des tensions. On va retravailler la définition de poste de chacun. Enfin, vous voyez, ça dépend vraiment Mais de je trouve ça extrêmement concret au final, on trouve des solutions très concrètes. ouais, on rentre dans le quotidien de chacun. Une enquête de harcèlement, ça va être, il y a eu harcèlement ou il y a pas eu harcèlement, mais on n'aura pas de solution finalement à la fin. Oui. Là, ça va être, est-ce que je me suis sentie, blessée et pourquoi? Et comment faire pour que ça ne se reproduise pas? C'est quand même plus, riche Oui. comme solution. Voilà, donc on peut rentrer dans cette précision, dans ce détail, sur, comment on va travailler ensemble. Et puis ça peut être, bah, finalement, on constate qu'on ne peut pas travailler ensemble parce qu'on a des personnalités trop différentes et même si on met plein d'outils en place, on n'y arrivera pas. Et donc, à la fin de la médiation, on peut dire le meilleur moyen, c'est de se séparer, qu'il y ait une mutation, un changement de poste, et cetera. Donc, ça peut être aussi, là, je vous donne des cas où on va vers une réorganisation, mais ça peut être aussi, bah, on prend acte que bah, on s'est parlé, c'était important, mais on prend acte qu'on ne peut pas travailler ensemble. Et puis, les RH vont réfléchir à comment, réorganiser, les postes de chacun. C'est le côté, vraiment tangible de la solution. Du coup, la question que j'ai envie de vous poser, Sophie, c'est quels sont les défis ou les limites de la médiation dans le cas de harcèlement? Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je pense que, il y a des situations où la médiation n'a pas sa place. C'est-à-dire que quand il y a un déséquilibre entre les parties ou quand il y a une souffrance trop forte de la part d'une personne qui se sent harcelée, elle ne sera pas capable d'affronter la personne avec laquelle elle s'est sentie en souffrance. Et là, c'est ce que je disais, c'est le travail des RH de voir si la médiation, c'est la bonne solution. Oui. C'est pas une solution miracle.
la médiation. C'est une solution adaptée s'il y a une possibilité de communication entre les parties ou de restauration de dialogue avec 2 personnes qui sont, capables d'entendre, les positions des unes et des autres. Quelquefois, c'est pas du tout adapté, il faut prendre des mesures beaucoup plus drastiques. On parlait tout à l'heure de mutation, de mise à pied, de licenciement, et là, la médiation n'aura pas du tout sa place. La médiation a sa place si, encore une fois, il y a une possibilité de communication et de dialogue entre les parties. Quels conseils donneriez-vous aux entreprises et aux employés pour encourager le recours à la médiation dans, ces situations? Pour qu'il y ait un recours à la médiation, il faut qu'il y ait une sensibilisation des services RH et des managers à cette culture du consensus, de la discussion. Donc, nous, on travaille beaucoup au CMAP avec les entreprises sur cette valorisation de la culture du consensus et du dialogue. Et pour le faire, on propose des formations, alors je dirais pas des formations, mais des sensibilisations des managers à ces outils de la médiation. Ça va pas en faire des médiateurs. On appelle ça, ces sensibilisations, quelquefois on appelle ça manager médiateur. C'est les MM. Mais ça veut pas dire qu'on va en faire des médiateurs. Ça veut dire que ces managers auront en tête ce que je vous disais, l'importance d'identifier le conflit, de savoir à un moment sentir que la situation est en train de devenir conflictuelle, le prévenir, l'anticiper au plus vite, utiliser les outils de la médiation. C'est ça qu'on donne dans ces sensibilisations. Alors les outils de la médiation, le premier, c'est l'écoute active, c'est-à-dire quand une personne déjà l'est entendue et qu'elle a pu parler, vous avez déjà une bonne Oui, descente du stress et du conflit. Travailler avec les outils du médiateur, je vous ai parlé tout à l'heure de la reformulation. Vous avez aussi le questionnement, en posant beaucoup de questions. On travaille sur les questions ouvertes, hein, c'est pas des questions fermées où le oui, oui, collaborateur non, va dire oui, non, mais mmh. c'est on va l'inciter à parler par des questions, à réfléchir sur la situation. Tous ces outils-là, le manager peut s'en servir s'il sent qu'il y a une situation conflictuelle pour essayer d'apaiser la tension entre les parties, et s'il voit qu'il ne peut pas résoudre lui-même, il transmettra à un médiateur ou, au médecin du travail, ou il incitera le collaborateur à aller vers une procédure d'alerte de harcèlement et cetera, mais il aura été sensibilisé à toutes ces questions. Donc moi, j'inciterais les entreprises à sensibiliser, les managers et les services RH à ces outils de la médiation. Et généralement, ces sensibilisations, durent combien de temps? On propose des sensibilisations de 2 jours, donc c'est vraiment assez court, mais en 2 jours, vous pouvez déjà comprendre le processus de médiation, et on propose dans ces 2 jours déjà des exercices pratiques de mise en situation où on propose au manager de se positionner en tant que médiateur pour apprendre les outils, et on a fait ça avec certaines entreprises, et les services RH nous ont dit, donc au bout d'1 an, donc on a formé beaucoup, enfin on a sensibilisé beaucoup de personnel nous ont dit: On a senti un vrai changement de culture dans l'entreprise, c'est extraordinaire». À ce point-là, Voilà, c'est fou, hein. déjà faire ça, voilà, cette sensibilisation, elle est vraiment très précieuse parce que, ça permet d'anticiper le conflit, et si on peut parler de retour sur investissement, parce que c'est toujours très important pour les entreprises Bien aussi, sûr. quand on connaît le coût du conflit au travail, alors je n'ai pas les chiffres là, mais j'ai lu beaucoup de rapports là-dessus, quand les collaborateurs sont en conflit, ils sont plus productifs, ils sont incapables d'avancer sur des dossiers, et ça crée une perte de productivité énorme pour l'entreprise. La médiation, c'est un processus rapide, peu coûteux, hein, je vous disais que c'était quelque chose de très abordable pour les entreprises, et surtout, je pense qu'on parle beaucoup de RSE aujourd'hui, et c'est un outil, de paix sociale qui est absolument extraordinaire. Sophie, on arrive déjà à la fin de notre, podcast et j'ai une, dernière question pour vous. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose? Oui. Pourquoi la médiation n'est pas plus utilisée dans les entreprises? Alors, moi, j'ai ma petite idée là-dessus. J'ai le sentiment que culturellement, on est habitué à ce qu'il y ait un gagnant et un perdant. C'est très ancré dans nos mentalités. Donc c'est le premier aspect qui me paraît assez marqué, et donc dans notre inconscient, il faut absolument gagner, pour ne pas perdre, et ça, c'est un peu dommage. On oublie cette notion, collective, et il y a un deuxième point qui me paraît important, et là, je sais que je ne vais pas me faire que des amis, mais c'est pas grave. C'est qu'on est, dans le monde de l'entreprise, dans une culture assez masculine, avec une vision qui est de reproduire un modèle, masculin, fort,
parfois l'idée de co-construire ensemble une solution, c'est pas la première qui nous vient à l'idée. En tout cas, c'est mon sentiment. C'est très intéressant ce que vous dites parce que j'ai échangé récemment avec un DRH d'une entreprise qui travaille dans le domaine industriel et qui me disait: «Votre approche est intéressante, et elle est même, valorisante pour l'entreprise, donc pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de la développer davantage?» Mais il rejoignait un peu vos propos en disant: «Dans notre monde, on est dans un monde ultra concurrentiel, hyper violent, à l'international aussi, on Oui, va beaucoup à l'international, où on doit, construire, co-construire des deals, où il faut montrer qu'on est le plus fort et le plus performant». Et nos directeurs, nos managers, on les envoie, à la guerre, hein, quelque oui, part, et ils le font avec succès. Et quand ils reviennent de ces batailles, on leur demande d'être, hyper conciliants, co-constructifs avec leurs équipes, et il y a une forme de schizophrénie qui est difficile pour eux. Et je comprends tout à fait, ce qu'il exprimait. Donc vous vous disiez, il y a une certaine masculinité, mais c'est ce qu'on leur demande aussi, on c'est leur vrai. demande d'être les meilleurs, d'être les plus forts, de montrer, qu'ils sont, plus efficaces que les autres. Et après, quand ils doivent manager leur équipe, ils doivent être là: «Est-ce que ça va? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que la relation est bonne?» Voilà, et c'est très difficile. Donc peut-être que, il faut peut-être revoir aussi, dans l'organisation de l'entreprise, pas demander tout, au même, directeur, d'être à la fois un conquérant à l'extérieur et un homme de consensus à l'intérieur. C'est doit être difficile. C'est super. Moi, ce témoignage est vraiment très fort parce que il vient du terrain et il reflète une réalité qui est vraiment réelle. On nous demande d'être tout et parfois son contraire. Voilà, mais pour conclure, Jennifer, je dirais que la médiation, c'est pas le monde des bisounours, hein, parce que, en médiation, on peut dire beaucoup de choses. On peut faire valoir des vérités et des vérités, sa vérité, chacun a sa vérité, mais on peut sortir de ce mon c'est pas que du consensuel, c'est on va se dire les choses pour être ensuite, co-constructif, hein, ce qu'on disait, pour l'avenir. Mais c'est quelque chose qui est très, c'est une expérience qui peut être très utile même pour des personnes qui sont justement, dans la conquête, dans la guerre, et cetera, parce qu'ils vont pouvoir exprimer leur position et réfléchir à une co-construction. La co-construction dans l'entreprise, c'est quelque chose, de fondamental puisque l'entreprise, c'est une aventure collective. Donc oui, il faut être fort dedans pour être fort dehors. C'est peut-être ça. J'adore ce mot de la fin. Il va me suivre et nourrir mes réflexions. Fort dedans pour être fort dehors. Merci beaucoup, Sophie. Merci Jennifer. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de notre podcast. Pour rester informé sur nos prochains épisodes et bénéficier de contenus exclusifs, inscrivez-vous à notre newsletter. De plus, votre soutien est crucial. Laissez-nous un avis positif sur votre plateforme d'écoute préférée pour nous aider à toucher davantage de personnes. Ensemble, agissons pour un monde professionnel plus sain et plus épanouissant. Merci.